Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Alors, thrombose du système porte et des veines hépatiques, comment raisonner en imagerie, les points essentiels en imagerie. Alors, je vais diviser la présentation en deux parties. D'abord, je vais vous parler des thromboses du système porte. Ensuite, on verra très rapidement les thromboses des veines hépatiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une thrombose du système porte? C'est tout simplement une thrombose qui va intéresser un des vaisseaux de ce système, c'est-à-dire la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure, la veine splénique, le tronc porte ou bien les branches portales. Je vous rappelle très rapidement que la veine splénique draine habituellement donc la rate et le pancréas, et donc toute pathologie qui intéresse la rate ou le pancréas est susceptible d'entraîner une obstruction thrombotique de la veine splénique. Et de la même manière, la veine mésentérique supérieure et inférieure draine le tube digestif, et donc toute pathologie du tube digestif, et en tête de lieu les maladies inflammatoires, sont susceptibles d'entraîner une obstruction thrombotique de ces veines. Et puis on a les thromboses du système porte intrahépatique, le tronc porte et les branches portales. Deux mécanismes, soit c'est une extension de la thrombose mésentérico-splénique, ou bien elle est primitive en rapport avec une pathologie hépatobiliaire. Alors, comment fait-on le diagnostic d'une thrombose du système porte en pratique? On se base bien évidemment sur des données de l'imagerie. On a deux catégories de signes. Si on a de la chance, on peut voir le signe direct. C'est la visualisation du thrombus. Sa visibilité, elle dépend essentiellement de la taille du vaisseau, mais surtout de l'ancienneté de l'obstruction. Heureusement, à côté de ces signes directs, il y a des signes indirects qui nous permettent, dans la plupart des cas, de poser très facilement le diagnostic d'une thrombose du système porte. Les troubles de la perfusion, le cavernum porte et les dysmorphies hépatiques. Alors, quel est l'aspect en imagerie? D'abord l'échographie. Pourquoi l'échographie? L'échodoppler, c'est l'examen de première intention devant une suspicion clinique d'une thrombose du système porte qui se présente habituellement sous forme d'un syndrome phlébitique, douleur et fièvre. Cet examen échographique doit être obligatoirement optimisé par le Doppler, qui permet justement de confirmer la non-perméabilité de la branche portale, tout en prenant comme repère anatomique l'artère hépatique satellite. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que la sensibilité de détection des thromboses du système porte en échographie, en échodoppler est très variable. Vous allez trouver beaucoup de chiffres dans la littérature. Quoi qu'il en soit, cette sensibilité dépend essentiellement donc de la taille du vaisseau, sa profondeur, et c'est un examen qui est très opérateur dépendant. Alors au scanner, les choses sont assez simples. La thrombose se présente sous forme d'un comblement hypodense de la lumière vasculaire, non rehaussé par le produit de contraste. Et d'ores et déjà, on peut remarquer le premier signe indirect, qui est l'artérialisation hépatique, et se traduit justement par une dilatation de l'artère hépatique, qui est une réponse à un bas débit portal. Alors le scanner multidétecteur notamment est actuellement considéré comme étant la technique de référence en matière de diagnostic et de bilan d'extension des thromboses du système porte. Donc sa sensibilité est de 100% dans la détection des lésions de thrombose. Ces thromboses peuvent être en intrahépatique, segmentaire ou sectorielle. Voilà ici quelques exemples. Une thrombose segmentaire, segment 8, une thrombose portale sectorielle, la branche portale gauche, le tronc porte, une thrombose du confluent splénoméséraïque, de la veine splénique et de la veine mésentérique supérieure. Alors les signes indirects, tout d'abord les troubles de la perfusion, c'est assez intéressant, ça répond à une hyperartérialisation hépatique. Donc ces troubles de la perfusion sont habituellement visibles à la phase artérielle et qui ont tendance à disparaître à la phase portale ou tardif et siègent toujours dans la partie pathologique du foie, notamment en cas d'obstruction portale unilatérale. Voilà un patient avec une thrombose de la branche portale gauche et sur la phase artérielle, on a ce trouble de la perfusion hépatique avec un bord rectiligne qui siège au niveau de la partie pathologique du foie. On pense à une artérialisation hépatique, c'est l'artère hépatique qui prend le relais quelques heures, voire quelques jours après l'obstruction portale, et ça se traduit en imagerie par ce trouble de la perfusion. Un autre dossier, scanner sans injection, scanner injecté à la phase artérielle. Où est la partie pathologique du foie? Est-ce que c'est à droite ou à gauche? On est sur une phase artérielle, hypervascularisation du foie droit, bord rectiligne, le foie gauche n'est pas rehaussé à cette phase artérielle, c'est le foie droit qui est pathologique. On n'a pas besoin d'une phase portale, la thrombose intéresse les branches portales droites.
Alors ceci marche très bien quand on a une obstruction unilatérale de la branche portale gauche ou droite, avec un trouble de la perfusion qui est parfaitement bien systématisé vers la partie pathologique du foie, mais ce trouble de la perfusion, ceci ne fonctionne pas très bien quand on a une obstruction de la veine porte extra-hépatique. Je m'explique, dans ce cas, le trouble de la perfusion il va prendre un aspect très particulier, une distribution très particulière. Il siège au niveau du lobe gauche, de la partie périphérique du foie, du secteur dorsal du foie droit. L'hyperartérialisation va intéresser donc cette zone et on aura deux zones dans le foie, une zone centrale et une zone périphérique. Ce ne sont pas des zones anatomiques, ce sont des zones fonctionnelles. L'explication est donnée à la phase portale qui montre la présence d'un cavernon porte. Vous savez que le cavernon porte se met en route quasi instantanément après une obstruction portale et qui permet d'essayer de maintenir une perfusion portale, sauf que cette perfusion portale va tout d'abord distribuer et de façon privilégiée au niveau de la région centrale du foie, segment 1, segment 4, alors que les portions périphériques du foie, le lobe gauche, le secteur dorsal, vont rester déportalisées, raison pour laquelle on a une artérialisation de ces secteurs et c'est comme ça qu'on explique les aspects de dysmorphie hépatique chez les patients qui sont porteurs de thrombose ancienne, c'est-à-dire on aura une atrophie du lobe gauche et une atrophie de toute cette partie du foie. Deuxième signe indirect, le cavernon porte, on vient d'en parler. Il est inconstant, il permet de maintenir un apport portal, son efficacité est variable et surtout son importance dépend de l'ancienneté de l'obstruction. Alors l'échodoppler est une excellente technique pour mettre en évidence le cavernon porte. Ce cavernon porte peut siéger soit dans le foie ou en dehors du foie. À l'intérieur du foie, il peut être dans le parenchyme à droite ou à gauche, dans la région hilaire, et puis il s'étend à la région du pédicule hépatique, au niveau intra- et péripancréatique ou bien carrément autour de la vésicule biliaire. Le scanner, bien évidemment, est une excellente technique pour mettre en évidence ce cavernon porte. Et là, à mon avis, on va dégager deux catégories de patients. Je dirais les patients qui ont de la chance et qui développent un important cavernon porte avec très peu d'hypertension portale. Voilà un patient qui a une obstruction thrombotique du tronc porte et des deux branches portales avec un très important cavernon portal, un intrapancréatique ici, qui a complètement envahi ici la vésicule biliaire. Regardez ici, il y a une lithiase de la vésicule biliaire avec un cavernon très important, avec très peu de dérivations porte-cave et une splénomégalie modérée. Deuxième catégorie de patients que je dirais qui n'ont pas de chance et qui, eux, vont développer très peu de cavernon, mais beaucoup d'hypertension portale. Voilà un patient ici avec une thrombose du tronc porte et des deux branches portales anciennes, très peu de cavernon, la veine splénique et la veine mésentérique supérieure sont perméables, mais beaucoup d'hypertension portale, beaucoup de dérivations porte-cave. Vous avez ici des dérivations splénorénales qui sont assez monstrueuses avec une splénomégalie. Alors, troisième signe indirect, c'est la dysmorphie hépatique. Ça, c'est intéressant. Vous savez qu'en dehors de la cirrhose, il y a beaucoup de pathologies hépatiques qui sont responsables de l'apparition d'une dysmorphie hépatique, parmi lesquelles on retrouve justement les obstructions thrombotiques du système porte. Alors, classiquement, on décrit deux types de dysmorphie hépatique en cas d'obstruction thrombotique du système porte. On a tout d'abord quand on a une obstruction unilatérale portale, par exemple à droite ou à gauche, on aura une atrophie du secteur correspondant à la thrombose, et puis le foie contralatéral, il va s'hypertrophier pour compenser. Par contre, quand on a une obstruction de la veine porte extra-hépatique, le tronc porte, la configuration de la dysmorphie hépatique est très particulière, on en a parlé tout à l'heure. On aura plutôt une hypertrophie hépatique centrale, une atrophie du lobe gauche et puis une atrophie du secteur dorsal du foie. L'explication, je vous ai donnée tout à l'heure, il y a une redistribution du flux portal de façon privilégiée par le cavernon porte au niveau de ces régions centrales, au dépourvu de ces zones périphériques qui vont s'atrophier progressivement parce qu'ils sont déportalisés. Alors pourquoi est-il important de reconnaître et de faire précocement le diagnostic d'une thrombose porte? Pour plusieurs raisons. D'abord pour traiter et rechercher et traiter une cause locale. Ça nous intéresse nous en imagerie, ça n'explique pas toutes les causes, mais ça quand même explique un quart des causes. Deuxièmement, et ça c'est intéressant pour vous cliniciens, pour rechercher les causes les plus fréquentes, les causes générales, en tête de liste les syndromes myéloprolifératifs. Enfin, c'est pour essayer d'obtenir une reperméabilisation. Il est clair qu'il y a une relation entre le moment de l'anticoagulation, le timing de l'anticoagulation et le délai diagnostique de l'obstruction portale. Et enfin, il est très important de reconnaître précocement les obstructions du système porte pour éviter certaines complications tardives qui sont extrêmement difficiles à gérer en pratique de routine. Alors une des questions qui est fréquemment posée par nos amis cliniciens, c'est que est-ce qu'on peut dater en imagerie la thrombose? La réponse est oui. On arrive actuellement sur un faisceau d'arguments morphologiques à faire
parfaitement la part des choses entre une thrombose récente et une thrombose ancienne. Voici quelques exemples de thrombose récente. La thrombose récente se présente au scanner sans injection de produit de contraste, je dis bien sans injection de produit de contraste, avec un aspect spontanément hyperdense. Et puis à l'échodoppler, attention, c'est le piège, les thromboses récentes sont très souvent hypoéchogènes ou anéchogènes, ils sont noirs, vides de signal. Et c'est là on a besoin toujours de l'échodoppler justement pour les démasquer. Donc suspicion de thrombose égale échodoppler. Les thromboses récentes ont tendance à élargir la veine porte, alors que les thromboses anciennes entraînent ce qu'on appelle une involution de la veine devient très petite, grêle, et elle disparaît progressivement en laissant en place un cordon fibreux de Cavernum. Alors les causes locales, ça c'est très important, 25% des causes. Sur une série personnelle du service, on a eu presque 40% de causes locales. On avait exclu tous les patients qui étaient porteurs de cirrhose. Et on a eu 80 patients. Sur les 80 patients, presque la moitié étaient porteurs de causes locales. La cirrhose, bien évidemment, c'est la cause la plus fréquente d'obstruction thrombotique du système porte, parce qu'il y a un bas débit portal naturel dans la cirrhose, parce qu'il y a une augmentation des résistances au niveau du foie. Et un élément important à signaler, c'est que dans les obstructions thrombotiques qui accompagnent les cirrhoses, il y a très peu, voire pas du tout, de cavernum porte, parce que les résistances au niveau du foie sont très importantes. Deuxièmement, on a toute la gamme et la pathologie des inflammations sus-mésocoliques, notamment les pancréatites. Les pancréatites aiguës sont pourvoyeuses de thrombose porte. Voilà un patient qui a une pancréatite aiguë, qui avait développé une thrombose aiguë de la branche portale gauche. La même chose, les tableaux d'angiocolite. Voilà un patient qui avait une microlithiase, un empirement microlithiasique ici en bas de la voie biliaire principale. Il a dilaté ses voies biliaires, angiocolite, infection, thrombose septique de la branche portale. Alors, ce qui est classique également dans les causes locales, sans la chirurgie de l'étage sus-mésocolique, et en tête de liste, on a la splénomégalie, la splénectomie, cause classique de thrombose. On a un patient qui a bénéficié d'une splénectomie, qui avait développé des abcès au niveau de la loge splénique, qui s'est compliqué d'une thrombose extensive, regardez très bien ici, de toute la veine splénique résiduelle, du tronc porte, de la veine mésentérique supérieure, du tronc porte et des branches portales. Autre patient, abcès soufrinique qui avait compliqué une chirurgie sus-mésocolique, et ça s'est compliqué également d'une thrombose extensive de la veine mésentérique supérieure, de la veine splénique, du tronc porte et des branches portales droite et gauche. Les maladies inflammatoires, bien évidemment, notamment l'IMICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, sont connues pourvoyeuses de thrombose du système porte. Là, un dossier assez intéressant, c'est un patient qu'on avait vu il y a à peu près un an et demi, dans le cadre d'une recherche étiologique d'une ascite et d'une exploration d'une thrombose. On avait fait l'échodoppler, on avait retrouvé une thrombose extensive ici de la veine mésentérique supérieure étendue au système porte intrahépatique, et en faisant le scanner thoraco-abdominopelvien, on avait retrouvé de l'acide et on s'est dit que c'est probablement de l'hypertension portale, mais quand on regarde très bien, il y avait une espèce d'épaississement du péritoine avec une espèce de gâteau épiploïque qui exprimait tout simplement une carcinose péritoniale. Le message est clair, une thrombose porte n'est pas toujours synonyme d'une pathologie bénigne. Donc il faut savoir que quelquefois les néoplasies malignes sont pourvoyeuses par syndrome paranéoplasique de thrombose porte. Alors, en dernier, donc, il faut faire le diagnostic précocement de ces thromboses du système porte pour éviter les complications tardives, et ça c'est extrêmement important. D'abord pour éviter que le patient ne refasse une autre thrombose dans une autre structure vasculaire du système porte. C'est pour ça qu'il faut les mettre tout de suite sous anticoagulant à titre préventif. Voilà un patient qui nous a été adressé dans le cadre d'une ischémie mésentérique, et on avait retrouvé une thrombose récente et aiguë de la veine mésentérique supérieure qui avait expliqué le tableau clinique, mais en regardant très bien, on avait retrouvé un aspect d'obstruction ancienne des deux branches portales avec cavernum porte. Donc ce patient avait déjà thrombosé auparavant les branches portales, et en un second des années ou quelques mois après, il a fait donc une thrombose récente de la veine mésentérique supérieure. La même chose, ce patient qui présentait un tableau de dyspnée, on nous a demandé de rechercher une embolie pulmonaire. C'était effectivement une embolie pulmonaire au niveau thoracique, et sur le scanner thoraco-abdominopelvien, on est tombé sur une cavernum portale diffus qui était l'expression d'une obstruction portale ancienne qui était méconnue. Et enfin, bien évidemment, il faut faire le diagnostic précocement pour justement éviter que le patient ne tombe dans l'hypertension portale avec toutes ses complications et les complications hémorragiques. Donc il y en a les dérivations ici portocaves qui sont l'expression d'une hypertension portale, les varices de l'œsophage, ici de très grosses varices au niveau de l'estomac, également ici chez ce patient des varices, des gros varices gastro-épiploïques et de l'estomac. Là on a des dérivations. Alors les autres voies de dérivation portocaves, je ne rentre pas dans les détails, tous les cas de figure sont possibles.
Et enfin, la cholangiopathie portale, c'est extrêmement grave, ça complique en général les cavernes en porte très anciens. Je vous rappelle que sur le plan anatomique, une caverne en porte se développe à partir de la paroi des veines biliaires. Regardez très bien ici le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche qui sont entourés de cavernes en porte. Et c'est ce caverne en porte qui va faire une obstruction de la voie biliaire principale ou des canaux droit ou gauche. Ça entraîne une dilatation des voies biliaires et cette dilatation des voies biliaires va donc évoluer à son propre compte, l'angiocolite, les lithiases, la cirrhose biliaire secondaire. Dans notre dossier, on voit parfaitement bien ici l'engainement de la voie biliaire principale et son obstruction par un caverne en porte qui va comprimer justement cette voie biliaire et entraîner une dilatation en amont. Alors les pièges diagnostiques, ça c'est peut-être intéressant pour nous en imagerie et ça c'est très important. Premier dossier, les erreurs de protocole au scanner. Voilà un patient sur une très belle face portale, c'était une face portale je vous assure à 60 secondes et on avait retrouvé ici, vous avez ici l'artère mésentérique supérieure, la veine qui n'est pas opacifiée ici, à moitié opacifiée ici, à moitié. J'aurais signé à coup sûr qu'il s'agit d'une thrombose de la veine mésentérique supérieure. Et comment on fait nous de façon protocolée des acquisitions triphasiques, artère porte et tardif? Heureusement qu'on avait fait la tardif, où la veine mésentérique supérieure était tout à fait perméable. Cette patiente était sous bêta-bloquant, elle était bradycarde, et donc le produit de contraste a mis un peu de temps pour arriver à la veine mésentérique supérieure. Donc attention aux erreurs de protocole pour nous en imagerie. Alors ça c'est un patient qu'on a reçu à peu près aussi 1 an. C'est un patient chez qui on avait diagnostiqué une thrombose porte à l'écho-Doppler dans le cadre de douleur, l'exploration de douleur abdominale. Le patient a été mis sous anticoagulant, il est rentré chez lui, donc on l'a plus reconvoqué. Il revient 3 mois après chez son médecin. Persistance des douleurs, altération de l'état général, on fait le scanner plutôt parce qu'on n'avait pas fait le scanner au début. Caverne en porte, thrombose porte, rien de nouveau, on le savait. On regarde très bien, cancer du pancréas. Donc le message est clair. La présence d'une thrombose porte, d'une caverne en porte à l'écho-Doppler, veut dire bien évidemment commencer tout de suite les anticoagulants, mais veut dire également scanner thoraco-abdominopelvien. C'est obligatoire. Les thromboses portes tumorales, bien évidemment, qui compliquent les carcinomes hépatocellulaires infiltrants, ce ne sont pas des thrombus cryoriques, ce n'est pas des caillots de sang, mais c'est des tumeurs, c'est de la véritable tumeur dans les bronches portales. Ça se rehausse à la phase artérielle et ça accompagne souvent les carcinomes hépatocellulaires infiltrants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.